Donc bonjour. Alors je représente aussi un collectif de deux. Euh, Sophie Larger et moi-même, Laurent Godard, on est tous les deux designers et nous avons la singularité, enfin la chance d'avoir gagné le prix de la chaire IDIS cette année avec le projet en lien dont je vais vous présenter deux versions. C'est-à-dire que le projet prend ses sources dans une préoccupation de designer, peut-être un peu traditionnel, classique, on dira, qui est de se poser la question de comment est-ce que le design peut se développer sans comment dire, les gens qui sont là pour le fabriquer. C'est-à-dire qu'en réalité, le design n'existe pas seul, il est forcément en réalité une histoire de dialogue. Et c'est vrai que dans nos préoccupations, on situe souvent le design à l'échelle industrielle. Et nos préoccupations étaient de retrouver aussi un petit peu des sources plus pratiques, plus manuelles, enfin, de retrouver un lien en fait à l'artisanat et aux différentes échelles qui permettent de produire du design, enfin du design d'objets, j'entends. Donc Sophie et moi, on a engagé une réflexion qui était de se dire que finalement, on pouvait peut-être sur un territoire donné, enfin en tout cas trouver des territoires où il y avait des compétences diverses et variées, et en fait se poser la question au sein du dispositif, que faire, que font des gens, que font les chutes, enfin pardon, que ces entreprises produisent des chutes, que chacune de ces chutes, en fait, peut faire l'objet, peut-être source de projet si elle est mutualisée avec une seconde entreprise ou une troisième entreprise. C'est-à-dire, comment est-ce que le design devient source de collaboration en utilisant, en fait, comme moyen les chutes de trois entreprises distinctes et leurs outils pour pouvoir les transformer. Donc en fait, nous avons engagé un travail déjà de parrainage. On a essayé de trouver un lieu, enfin un territoire qui a bien voulu être notre parrain. Donc décidément, beaucoup de projets ont lieu sur l'Est parisien. Donc cet Est ensemble qui a été, on voit là-haut la zone qui touche donc le 93. Et Est Ensemble, en fait, nous a aidé à la recherche de partenaires, d'entreprises de taille différentes. Donc on a collaboré, je vous présenterai les entreprises ensuite. En fait, on a mis en place une méthodologie. Cette méthodologie est basée sur l'analyse des entreprises, donc l'analyse des chutes aussi, donc des moyens de production de ces entreprises. Et ensuite, nous a conduit à faire des expérimentations qui étaient réalisées avec ces différentes entreprises, mais effectivement en jouant comme ça de croisement, c'est en emmenant, nous avons un transformateur de verre plat, nous avons un céramiste, et nous avons un marbrier, donc en fait des compétences comme ça qui peuvent paraître tout à fait différentes. Et qu'est-ce qu'il se passe quand on déplace le verre chez le céramiste, quand on déplace le marbre chez le verrier, et quels peuvent être les scénarios qui nous conduisent à des expérimentations qui vont elles-mêmes conduire à des objets. Alors tout ça est très empirique, hein, il faut essayer d'imaginer que d'un seul coup on est un peu contrarié des fois par ce qu'on découvre. Passer une phase, donc cette phase d'analyse, d'expérimentation, on est face à la prise de décision, face à notre positionnement plastique aussi, c'est-à-dire qu'à un moment on est face à des prises de position stylistiques. Et donc on a produit des objets qui ont été présentés lors de l'exposition la Biennale de Pantin en 2014. Alors c'est un projet qui dure depuis un peu plus d'un an, désormais 1 an et demi. Alors vous avez une espèce de fil comme ça, et vous voyez une version 1.1 qui est en train de se mettre en place, puisque en fait, pour l'instant, les objets effectivement étaient des espèces d'actes comme ça de production qui révèlent le lien en fait entre les entreprises, puisqu'en fait ces objets ne seraient rien sans les entreprises qui les ont produits, mais pas seulement
d'un point de vue technique, mais aussi d'un point de vue d'échange, de discussion, et surtout ce lien perdure, c'est-à-dire que au fond, les designers, une fois disparus, la connexion entre les entreprises qui, pour l'instant, n'avaient pas forcément vocation de se connaître ou d'échanger, elle persiste. Et c'est ça qui nous intéresse, c'est aussi ce qu'il reste. Pendant ce temps-là, l'objet, lui, il suit sa route, il est présenté à différents endroits, il est toujours visible via Internet, on produit un catalogue, on est aussi dans une logique d'édition de nos protocoles de recherche. Donc vous pouvez les trouver en ligne. Et ces objets, ils vont faire l'objet d'édition. C'est-à-dire qu'on va essayer de leur donner une viabilité économique. C'est-à-dire que finalement, l'engagement initial avec les entreprises devienne également un moyen pour ces entreprises d'exister au travers des objets dans la dimension économique. Donc là, on travaille sur la mise au point d'édition qui vont être présentés à Montreuil à la fin du mois, pendant les GEMA, les Journées européennes des métiers d'art. Pendant ce temps-là, nous avons donc gagné la Chérie 10 et nous avons engagé une relation de travail pour la version numéro 2 du projet en lien sur le territoire Champagne-Ardenne en se mettant en relation avec le CIAV, le Centre international des arts verriers de Meisenthal. Et là, on rentre dans une autre dimension du projet, qui est aussi la dimension patrimoniale en fait, du lieu dans lequel on se situe. Notre biotope, comme j'aime bien parler on parle d'écosystème, parler de biotope également, est très différent, avec une histoire sociale et technique profondément liée, une histoire très, très forte, très, très lourde. Voilà, donc je vais vous présenter dans un premier temps assez rapidement le projet en lien pour bien comprendre en fait les protocoles, parce que donc dans l'idée que l'on a, c'est vraiment de créer de nouveaux horizons. C'est aussi que ce projet puisse faire école, c'est-à-dire que peut-être que cela vous inspirera, peut-être que ça inspirera d'autres personnes, et que voilà, le rôle du designer va évoluer aussi en devenant médiateur de projet, et non pas créateur. Ce qui nous intéressait également, parce que je ne l'ai pas forcément précisé, c'est que Sophie et moi, on partage le fait qu'on a une espèce de perception comme ça que le design c'est assez uniformisé, c'est-à-dire qu'en fait un objet que vous trouvez à Paris, vous trouvez le même à New York, vous trouvez le même... donc cette espèce d'uniformité du design, aussi où l'informatique évidemment va avoir joué un rôle fondateur, c'est que des fois vous pouvez retrouver dans les objets les congés qui sont liés, en tout cas les moyens techniques qui sont liés à l'outil informatique qui a aidé à sa conception. On voulait se réancrer dans le réel, c'est-à-dire vraiment être dans une écriture marquée par la main. Voilà. Donc on a vraiment, j'insiste là-dessus. Donc on a des entreprises qui sont des entreprises artisanales, mais pas que, on a aussi une entreprise industrielle. Donc on a vraiment l'entreprise où il y a 2 personnes, l'entreprise où il y en a 6 et une entreprise où il y en a 20. Donc vous avez des échelles très différentes. La première, c'est Aigris et Millions, qui se trouve donc à Pantin. Aigris et Millions, c'est donc un facteur de verre plat, c'est-à-dire il travaille le plan de verre, que ce soit du miroir... du miroir espion, du verre glace clair, de différentes épaisseurs. Donc lui, il transforme. Alors, il faut imaginer des échelles, ce sont des objets... la feuille de verre, quand elle arrive, elle mesure 3 mètres par 6, et donc vous avez une espèce d'immense système qui déplace le matériau. Alors, quand on arrive dans une entreprise, la première chose qu'on fait, quand on arrive déjà, on crée le lien, c'est important, on prend le temps de l'écoute. Voilà, on n'arrive pas en sachant, on ne sait pas. Et en fait, on prend énormément de notes. On prend des notes sur les outils. Donc, quels sont les outils qui sont à notre disposition, quels sont les matériaux qu'ils transforment, parce que vous n'avez pas forcément qu'un type de verre. Quels sont les assemblages possibles, les collages, les usinages, tout ce qui va pouvoir, à un moment, comme ça, de façon assez abstraite, être une liste de possibilités pour nous. Et on va aussi noter tout ce qu'il ne faut pas faire.
Si on peut avoir de l'information aussi sur la partie budgétaire, on va le faire. Voilà. Et surtout, pour nous, ce qui est important dans ce projet, c'est qu'est-ce qu'une chute? C'est-à-dire que là, on va s'apercevoir assez rapidement que la chute pour le verrier, elle n'est pas la même que pour le marbrier, enfin, ce qui semble assez... voilà. En l'occurrence, tout ce qui est en dessous de 40 cm chez Grise et Million est considéré comme une chute. C'est une grande chute. Alors voilà les différents appareils, donc des appareils qui permettent de transporter le verre, une espèce de ventouse qui se promène comme ça. Les machines qui permettent de couper en fait. Alors c'est quand le verre quand on fait des feuilletages de verre, ça permet de recouper le verre. Les centres d'usinage. Et vous avez comme ça une espèce de vision de choses qui sont. Alors ce qui est tout à droite, donc en fait à votre gauche. Enfin à ma gauche, pardon, ce sont l'atelier de miroitier, c'est-à-dire qu'ils ont la capacité de fabriquer du miroir vieilli. Bon, voilà, c'est un peu singulier. Donc vous avez au sein de l'entreprise des outils hyper technologiques et de la main, au sens assez traditionnel du terme. La marbrerie d'Arcodron, alors c'est Christian Caudron, c'est un type assez extraordinaire. Qui est donc un maître artisan, meilleur ouvrier de France, qui a une compétence absolument extraordinaire manuelle, mais qui également un robot 7-axes. C'est-à-dire que vous êtes vraiment dans une logique, vous avez affaire à un artisan au sens véritable, noble du terme, mais en même temps vous avez un néo-artisan, c'est-à-dire quelqu'un qui ne refuse pas la technologie, les outils numériques. Et il l'intègre et ça lui permet en fait de développer une approche assez différente du travail traditionnel de la pierre. Donc là, même pratique, nous avons fait un travail de prise de notes et nous avons aussi eu nous avions des angoisses au départ avec Sophie sur l'utilisation du robot parce qu'on craignait son coût. Alors voilà, on évolue comme ça dans ces environnements et comme vous pouvez le constater, on a ce petit détail de la fraise et puis des stratifications que vous voyez sur ce crâne en marbre qui a été usiné. C'est-à-dire qu'en fait, on a appris que le marbre, quand il est travaillé au robot, en fait, ça va relativement vite et que tout le coût vient de toutes les mises en œuvre qu'on va avoir ensuite. La troisième entreprise sur ce projet de la V1, c'est autour des formes. Autour des formes, là, on est vraiment dans un lieu qui est autant un lieu de vie qu'un atelier pour produire. C'est un endroit où on donne des cours, on apprend à tourner la terre. Alors c'est aussi un lieu singulier puisqu'en fait c'est un lieu où il n'y a pas de chute. Alors là on était un petit peu embêtés parce que en réalité, au premier cas, on recycle tout, la terre est recyclée de A à Z. Mais on en a trouvé, c'est-à-dire qu'on a trouvé les vieux moules. C'est-à-dire que les moules en plâtre, une fois altérés, permettent de faire des tirages. Et on a envisagé d'autres utilisations que je vais vous faire découvrir ensuite. Donc voilà les compétences. Donc là, on est vraiment dans le travail de tournage. Le travail de moulage, c'est-à-dire qu'il y a une partie d'atelier plâtre. Vous avez différentes façons de travailler la céramique. Et de fabriquer, donc, il y a 2 fours de cuisson, enfin, voilà, c'est un petit atelier. Alors les recherches. Donc on a notre environnement de travail et on a sélectionné dans chacun de ces environnements des morceaux, des bouts, des chutes qu'on a rapportés à l'atelier. Alors j'insiste sur un point, c'est que on a travaillé de façon assez abstraite, c'est-à-dire qu'on prend le morceau de marbre, on ne cherche pas à le transformer, on prend le morceau de verre, on n'a pas cherché à le transformer, et on met de façon assez comme ça, factuelle, les choses, et on regarde quelles émotions on a. Donc c'est cette approche plastique. Donc ce morceau de marbre noir, et voilà, il n'y a pas d'échelle, on fait des images. On essaye de garder toujours une trace de chaque étape de travail. C'est hyper important. Alors voilà, dans les recherches, on a fait usiner avec le robot
des pierres, des éléments qui étaient inspirés de la brisure que vous voyez sur la pièce noire qui se trouve sous le verre. On a posé des bris de céramique sur un miroir et c'est vrai que c'était un choc esthétique que j'avais eu quand on était chez le miroitier, c'est qu'avec les grands plans de miroir dont je vous parlais, il y a des moments où on ne savait plus donc, si ce que l'on voyait c'était le réel ou est-ce qu'on le voyait au travers du miroir. On s'est amusé à essayer de jouer sur les illusions que pouvait permettre le verre réfléchissant. On a fait des empreintes, on a travaillé, on a imprimé, si vous voulez, le verre, le marbre dans la céramique. Alors ça, c'est des essais récents qu'on a rajoutés dans cette version du catalogue, puisqu'on avait rencontré une maroquinière avec qui on avait envisagé de travailler pour faire des rencontres entre des chutes de cuir et de la céramique. Alors ensuite, ça c'est une partie beaucoup plus expérimentale où on s'est amusé à mettre du marbre dans la céramique mais à le faire cuire. Donc on a obtenu en fait un émail naturel et de la chaux. Donc la trace, les couleurs que vous voyez sur la... Voilà, donc tout ça, c'est-à-dire que ce qui va nous intéresser, comment on va utiliser ces éléments-là. Donc une fois qu'on a eu tous ces petits bouts de choses, on va essayer d'imaginer des possibles. Donc on dessine, Sophie et moi, chacun de notre côté, et puis on fait des rendez-vous, on fait des dessins à 4 mains, et on met au point techniquement. C'est-à-dire qu'à un moment, on arrête véritablement, on passe, on fait une espèce de saut, où on prend une décision, on essaye aussi de redonner une fonction à nos expérimentations. C'est-à-dire on passe de l'empirisme à une réalité physique et économique, on insiste là-dessus aussi. C'est-à-dire qu'on ne veut pas être impactant pour les fabricants, c'est-à-dire qu'on ne veut pas leur prendre trop de leur temps, ils sont partenaires, et en même temps... on souhaite que ces objets puissent trouver une place plus tard chez les gens, dans un usage. Donc là, on est avec l'atelier sauvage qui nous a aidés, c'est-à-dire qu'on s'est rendu compte aussi parfois des limites des possibilités, c'est-à-dire qu'on ne peut pas toujours n'utiliser que des chutes. Donc pour le bien du projet, on a eu aussi des artisans qui ont fabriqué des pièces spécifiques, toujours dans le territoire d'Est Ensemble. Donc voici la découpe du marbre pour un projet de table. Donc la ligne de cette découpe correspond à la ligne de la pierre noire que vous avez vue tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en fait, on a reproduit numériquement la forme de la chute, de la brisure de la table, pour en fait la contre-coller sur du verre. Ensuite, voilà les empreintes. On a essayé de travailler les empreintes de marbre dans la terre. Et nous avons donc produit un catalogue et installé les objets lors de l'exposition à Pantin. Donc voici un des premiers qui s'appelle Plan d'eau, qui est tout simplement des éléments des bris du marbre qu'on a posés sur un miroir et qui propose comme ça une espèce de paysage sur la table qui est à la fois contemplatif et potentiellement utile. Les assiettes empreintes, donc qui sont des traces, pareil, du marbre dans la terre. Donc, pièces qu'on est en train d'éditer, qu'on est en train de véritablement mettre au point, qui seront visibles dans leur version définitive. Il faut entendre aussi que ce sont des projets longs, ce pas des projets qui se font dans la minute. Un objet, ça prend une bonne année pour arriver à maturité. Et un autre objet assez singulier, donc, qui est issu des recherches qu'on a fait sur l'émail à partir du marbre, c'est-à-dire qu'on a mis en poudre le marbre et on a saupoudré, donc on a fait cet objet qui s'appelle glissement, qui est une espèce de pouf entre l'assise et la table, une espèce de chose comme ça, d'environnement lui-même. On peut l'utiliser de différentes façons. On lui a pas mis des pieds en plus pour dire ceci est fait pour s'asseoir. Et donc vous avez cette espèce d'état de surface un peu étonnant qui se trouve au-dessus, qui est lié en fait au dépôt de silice qui se trouve à l'intérieur du marbre et qui donc devient du verre. Donc voilà la table dont je vous parlais. Alors la table, mine de rien, c'est un des objets les plus aboutis du projet.
puisque là, en l'occurrence, on a contre-collé le marbre sur le verre à l'aide de l'outil du verrier. C'est-à-dire que ça, ils n'avaient jamais fait. On a en fait utilisé la poche à vide et un collage à chaud. Et ça donne des perspectives, c'est-à-dire que le verrier, lui, voit la possibilité de se mettre en lien avec le marbrier pour concevoir des éléments qui ne sont pas forcément cette table. Nous, on n'est absolument pas propriétaire de l'idée, on laisse le lien se poursuivre. Et enfin, le miroir d'illusion, donc qui se joue de notre perception en additionnant un plan de verre, une chute de verre à une chute de marbre. Voilà. Alors voilà pour cette partie-là du projet. Donc là, je vais vous présenter assez brièvement la seconde partie, c'est-à-dire que la version 2, celle qui m'amène ici aujourd'hui. Donc on travaille avec le CIAV, le Centre des Arts Verriers. On a pour l'instant opéré 2 déplacements. Donc autant Pantin, c'était quelque chose d'assez simple pour nous parce que nous habitons, moi j'habite en banlieue parisienne, Sophie à Paris. Et donc on se retrouve à Pantin ou à Montreuil pour travailler avec les entreprises. Autant là, on a un rapport à la distance qui est totalement différent puisque les Vosges sont quand même un peu plus loin, voilà. Donc nous avons rencontré le CIAV qui a accepté d'être notre partenaire et nous avons effectué un voyage au mois de janvier de 3 jours pour rencontrer d'hypothétiques entreprises avec lesquelles on pourrait créer le lien. Alors présentons s'il y avait la verrerie de Meisenthal, le centre des arts verriers s'est construit sur les anciennes verreries de Meisenthal. C'était un lieu très très fort dans l'histoire industrielle française. Et surtout, en fait, Meisenthal est connu comme étant le berceau de l'art nouveau, Monsieur Gallet, j'espère que vous voyez qui est Émile Gallet, a travaillé à Meisenthal pendant plusieurs années avant de s'installer à Nancy, puisque la région était passée à l'Allemagne, tristeuse histoire de frontières. Donc on est vraiment sur cette région qui est dans des vallées où vous avez des arbres. Les arbres servent à fabriquer le bois qui va permettre de chauffer les fours. Où vous trouvez des fougères qui permettent de créer la potasse. Où vous trouvez de la glaise qui permet de créer du grès, mais qui permet aussi de façonner les fours. Enfin, vous avez un espèce de biotope, d'environnement, d'écosystème qui est absolument parfait pour le verre. Vous avez encore quelques grandes cristalleries. En l'occurrence, il en reste de moins en moins, mais bon, il y a toujours une actualité là-bas qui perdure un petit peu grâce aux grandes maisons du luxe. Le CIAV, donc, c'est une démarche politique. C'est comment est-ce qu'on peut retrouver les gestes, comment est-ce qu'on peut faire perdurer les savoirs. C'est-à-dire que si le lieu s'était désertifié en tant que moyen de créer des marchés, les savoir-faire étaient restés. Et donc le CIAV a été sourcé les savoir-faire des verriers. Voilà alors on y a été à un moment un peu singulier puisque Meisenthal a déterré une boule de Noël il y a une quinzaine d'années, je crois. Et depuis 15 ou 20 ans, il fabrique des boules de Noël et la production est exponentielle, avec un choix très, très aussi particulier qui est de produire ces boules là-bas et de les vendre exclusivement là-bas. Vous ne les trouverez pas à Paris. Il localise, c'est-à-dire qu'il faut se déplacer pour aller chercher ces objets. Et nous, ça nous a énormément frappé avec Sophie quand nous nous sommes rendus, puisque vous aviez toutes les villes avoisinantes, tout le monde vient chercher son objet. Et ça, c'est quelque chose qu'on a trouvé très beau. C'est-à-dire que la population a été concernée, s'est concernée de la production et de l'histoire auquel elle appartient.
Et ils font appel à des designers pour pouvoir produire. Vous avez des gens comme Jasper Morrison qui ont produit des boules de Noël. Et alors pourtant, c'est un objet comme ça qui a l'air un petit peu ringard, mais c'est fou comme ça a lié la population au lieu et à l'histoire du lieu. Donc, il faut imaginer quand même que pour nous, rentrer au CIAV, ça a été un peu glaçant, dans le sens où c'est un lieu magnifique, mais c'est un lieu où vous avez les plus grands designers qui sont venus travailler. Donc là, j'insisterai aussi sur l'humilité qu'il faut pour rentrer dans un lieu comme ça. Et comment est-ce qu'on va essayer de trouver des nouvelles façons de travailler. Voilà. Ça, c'est la moulothèque, c'est-à-dire que le CIAV conserve comme ça le patrimoine historique des moules, de nombreux objets qui ont été produits là-bas. C'est des millions de pièces verrières qui ont été produites. Il y avait jusqu'à 600 verriers qui travaillaient dans la verrerie. Donc vous avez des moules bois, des moules acier, c'est très beau. Donc voilà, ce qu'on s'est dit avec Sophie, c'est qu'en fait, ils avaient déjà fait beaucoup de choses. Et donc, on a rencontré de nouvelles entreprises avec cette vocation d'essayer de créer des nouveaux outils. Alors, on a rencontré des savoir-faire, presque complètement singulier, le facteur de sabot, parce que faut imaginer, Meisenthal, c'est dans une espèce de vallée, et alors on a une première vallée, et on va dans la vallée voisine, c'est la vallée de Souk, où là vous aviez les sabotiers. Alors Souk, il faut savoir qu'à Souk, en fait, c'est là que la famille qui a créé la verrerie de Meisenthal, enfin, d'où est l'origine de la verrerie de Meisenthal vient de Souk. Sauf que Souk est resté très pauvre, et donc en fait, Souk a fabriqué les sabots. Pour tous les verriers pendant des siècles. Donc, en fait, et pareil, elle a suivi l'industrialisation de la facture du sabot. Donc ça c'est intéressant sur le plan de l'outil, de passer de la main comme ça à la machine. Donc on a découvert tout le process de facture du sabot jusqu'à l'arrivée de cette fameuse machine qui a littéralement décimé les facteurs de sabot là-bas, c'est-à-dire ceux qui travaillaient à la main, là où un gars faisait 7 paires de sabots à la journée, vous avez une machine qui permettait d'en faire 40. Donc établissement Baudin à Nevers. Et cette machine, elle nous intéresse beaucoup, parce qu'elle permet de copier et elle permet de creuser. Donc on s'est dit, tiens, il y a peut-être des choses à faire sur cette machine. Donc vous avez ici la copieuse, et là cette machine qui permet de creuser. C'est-à-dire que c'est une chose de copier la forme de l'extérieur, c'est encore une autre histoire de prévoir le chaussant en fait. Ensuite, ça c'est l'entreprise Modica. Alors là, on bascule dans le 21e siècle. Modica fabrique c'est 20 personnes, dont un bureau d'études avec des ingénieurs très pointus. Et Modica fait de la découpe, de l'usinage, des aciers, du carbone, du graphite, des plastiques. Et ils ont surtout de très très belles machines qui sont des machines à électro-érosion qui permettent de faire des découpes ultra fines et des pièces très très complexes. Donc en fait, c'est des petits électrodes comme ça qui viennent taper le métal et qui permet de faire des pièces extrêmement précises. Et avec ces outils-là, ils proposent des services, c'est-à-dire ils fabriquent des machines par exemple pour tester des moteurs, ils font des choses de l'ingénierie pure, quoi. C'est-à-dire que vous voyez la pièce qui est tout en bas, je ne sais pas si vous avez un regard sur la technique, mais c'est une pièce d'une complexité hors norme. Parce que vous avez une spirale découpée à l'intérieur d'engrenages de tailles différentes. Donc on a la chance de les avoir comme partenaires, ils ont accepté de travailler avec nous. On ne sait pas du tout ce qu'on va faire. Une autre entreprise, encore une autre échelle, entreprise de chaîne. Alors, on est dans la scierie du bois compensé de Vosgien, mais qui est principalement belge et allemand, pour des raisons que je vais vous expliquer.
Alors le bois, les grumes de bois donc coupées sont mesurées, elles passent, on retire l'écorce. Alors là, la particularité, c'est qu'il faisait très froid quand on y a été, donc ils ne savaient même pas s'ils n'allaient pas être obligés de fermer l'entreprise à ce moment-là. En attendant que de meilleurs temps, puisqu'on n'arrivait même pas à retirer l'écorce parfaitement tellement le bois était gelé. Donc faut imaginer, hein, c'est des dimensions, enfin c'est des échelles colossales. Donc, vous avez différents types de machines pour scier. Et voilà ce qui nous a, nous, ce qu'on a relevé. C'est-à-dire que, en fait, ils recyclent la quasi-totalité du bois. C'est-à-dire que les copeaux peuvent être utilisés pour fabriquer du bois de chauffage, les écorces également. Enfin, en soi, l'entreprise, elle est complètement optimale dans les rebuts. En revanche, une particularité, c'est qu'ils usent une lame de scie par semaine, quasiment. Donc il faut imaginer, c'est une pièce une lame qui fait 10 mètres déroulée, c'est une espèce d'objet immense. Et une autre singularité qui est là pour le coup est locale, c'est qu'ils ne peuvent pratiquement pas utiliser du bois environnant, puisqu'il est dans 80% des cas, enfin je n'ai pas un pourcentage précis à vous donner, mais il est de façon, il est régulièrement mitraillé. C'est-à-dire qu'en fait il porte les stigmates des deux guerres, et donc le bois, l'écorce du bois se reconstitue autour des morceaux de métaux, d'obus, de balles, qui sont venus se prendre comme ça, se ficher dans les arbres. Et forcément, ce bois mitraillé nous a intéressés, c'est un bois qui est inutilisable en fait, d'un point de vue industriel, et il est porteur aussi de l'histoire locale. Donc, à partir de la lame de scie, à partir du bois, à partir du potentiel du CIAV, de la creuseuse et de ces différents outils, on a créé des petits scénarios pour partir. Donc on part demain pendant 4 jours. Donc je n'ai pas d'objet à vous montrer, hein. On n'a pas pour l'instant encore produit d'objet. C'est notre deuxième rendez-vous, c'est un des plus importants, puisqu'en fait c'est celui qui va déterminer nos émotions, le rapport entre le potentiel technique et les émotions qu'on va pouvoir avoir sur la singularité. Et c'est avec ça qu'on va essayer d'être juste en fait dans nos choix pour aboutir à un troisième voyage, qui va être celui qui va permettre de fabriquer les objets. Donc premier scénario, les lames de scie, découper dans les lames de scie et fabriquer des moules. Alors, c'est un principe qui est assez connu des verriers, qu'on appelle des moules à ailettes. Donc on peut imaginer que Modica nous découpe des pièces métalliques qui nous permettent de souffler. Il faut savoir que quand on souffle le verre, on tourne, et par conséquent, on pourrait imaginer laisser une trace. Alors la lame de scie, il ne faut pas y compter, c'est beaucoup trop agressif. Mais on peut imaginer fabriquer des formes. On a envisagé aussi de concevoir des outils, c'est-à-dire on prend un morceau de la lame et on pince la matière verrière pour laisser une trace. Donc c'est un outil. En plus, l'avantage, c'est que cet outil devient pérenne. On peut aussi envisager d'utiliser la lame pour sa propriété, c'est-à-dire fabriquer des objets coupants. Voilà. En tout ça, ce sont des hypothèses. Le bois, mitraillé, là on serait plutôt sur la logique d'utiliser effectivement la trace, ce qui reste, ou la relation, c'est-à-dire espèce de pièce unique en série, c'est-à-dire on met en place un protocole avec le CIAV pour souffler d'une certaine façon, sachant que chaque morceau de bois sera différent. Est-ce qu'on conserve la pièce de bois visible? Est-ce qu'on la sépare? Il y a la brûlure aussi, il y a les espèces d'états de surface qui peut nous intéresser. Bon, il y a déjà beaucoup de choses qui ont été faites aussi dans ce domaine, donc voilà. Autre hypothèse, utiliser la creuseuse pour faire des formes, souffler dedans. On verra ce qui se passe, ce qui reste. On a envisagé aussi un travail, mais celui-ci ne verra pas le jour. C'est-à-dire que des fois, les hypothèses de travail sont dans l'échange qu'on a eu, montrent que ça ne semble pas forcément être judicieux, ou ce n'est pas possible techniquement, ça n'est qu'une idée, il faut savoir tourner la page. Donc utiliser des moules du CIAV, de travailler en fait sur l'érosion d'une pièce qui correspond à la forme, au gabarit du CIAV, et venir ensuite souffler le verre. Le problème, c'est qu'évidemment,
eh ben on a un problème, c'est que le verre doit retourner dans une arche de recuisson, donc c'est assez technique, et il ne faudrait pas séparer les deux pièces. C'est-à-dire que la pièce qui serait à l'intérieur du moule pourrait, en fait, et ses altérations, le retrait du verre ne permettrait plus de réintroduire la pièce dedans, en post-cuisson. Donc là, ce sont des liaisons. On travaille sur des liaisons. On souffle que partiellement et on regarde ce qui peut se passer dans le rapport de deux matériaux. Alors après, on verra voilà. Donc voilà les différentes hypothèses qu'on a soulevées. Donc ça fait quand même 6 hypothèses de travail à réaliser en 4 jours. Et avec une liste de questions interminables sur qu'est-ce qui est possible, quelle est la nature exacte de l'acier de la scie, parce qu'on nous dit que c'est de l'acier suédois, mais on ne sait pas vraiment. Il faut qu'on puisse aussi choisir, c'est-à-dire que là on est obligé de laisser sur place le choix des pièces, c'est-à-dire qu'il faut savoir aussi à un moment laisser sur place le lien se créer et la sélection les sélections et la nature des objets vont dépendre du choix qu'aurait fait Bernard Petry ou les gens de la Syrie le Jeune là-bas. Donc voilà, on est vraiment dans cette espèce d'échange et dans l'écoute, et on verra ce qui sort. En fait, c'est une première intention. Voilà pour ma part. Voilà. Je vais laisser la place à la pause. Oui. Merci.